Salut, bienvenue dans cette vidéo où, comme d'habitude, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage et particulièrement un témoignage aujourd'hui, parce que j'ai déjà fait une vidéo comme ça. Je vais proposer le compte-rendu d'un entretien, le récit d'un entretien qui me semble être hyper utile pour, je pense, beaucoup de gens, étant donné ce que j'ai rencontré dans ma pratique des dents depuis 19 ans. Je pense que évidemment j'ai l'accord de la personne, donc c'est Olivier qui m'a autorisé même à donner son prénom, donc j'ai l'accord d'Olivier. Je le remercie beaucoup parce que je pense que c'est un cadeau monumental qu'il vous fait. Ce que je lui ai dit, je vais vous le redire. C'est bien beau tout ce que moi je raconte comme éclairage, comme témoin de ce que j'ai vécu, mais pour moi, quelqu'un qui témoigne de son expérience de vie, ce sera toujours plus concret, toujours plus éclairant, parce que c'est de la vraie vie concrète d'un être humain. On est vraiment là dans l'expérience humaine. Moi, le but de ma chaîne, c'est de faire des vidéos qui essayent d'éclairer sur l'expérience humaine. Je ne pourrais jamais éclairer davantage que de rendre le plus fidèlement possible. Alors évidemment, c'est des parties de l'expérience humaine. Là, c'est toute une mini partie de la vie d'Olivier, mais c'est une partie qui me semble éclairer énormément comment ça marche la psychologie. Alors précisément, ce que je trouve très aidant dans ce que je vais rapporter dans cette vidéo, c'est sur le sujet du dépendant affectif distant saboteur. C'est vraiment un cas d'école de vécu distant saboteur, et je pense que ça va être très éclairant aussi sur ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Alors je vais juste en dire deux mots là-dessus. En psychologie, il y a vraiment, je vais dire, deux familles qui s'opposent, pas forcément de manière conflictuelle, mais qui s'opposent entre... alors il n'y a pas que ces deux mots-là, hein, je pourrais mettre d'autres noms et d'autres écoles associées à chaque groupe, on dirait, mais le plus célèbre, c'est vraiment l'approche freudienne au niveau de l'éducation des enfants. Dans l'approche freudienne, on va considérer que on rend un enfant autonome en créant des sevrages, c'est-à-dire quand le parent coupe l'enfant de dépendance qu'il a, c'est comme ça qu'on le rend autonome. Et je parle là évidemment des sevrages élémentaires, le contact de la peau de la maman, le fait de dormir ou pas à côté de sa maman, le fait d'allaiter ou pas, et le fait d'être séparé ou pas de sa maman en termes relationnels, enfin sa maman ou de ses parents là en l'occurrence en termes relationnels. Donc ça c'est vraiment les premiers sevrages dans la vie, et il y a tout un enjeu sur la psychologie, comment éduquer les enfants par rapport à ça, comment s'occuper des enfants pour qu'ils deviennent autonomes. Donc l'approche freudienne dit il faut les sevrer en gros de force, c'est le parent en gros qui initie les sevrages et ça le rend autonome. Et il y a la théorie de l'attachement. J'ai oublié le nom, j'oublie toujours le nom du premier qui a, je pense, émis l'hypothèse, mais ceci dit, la théorie de l'attachement, c'est vraiment toute l'école de Palo Alto, donc c'est l'école de la psychologie américaine alternative, humaniste, on est dans l'axe humaniste de la psychothérapie, et c'est toute la psychologie humaniste américaine qui considère le contraire, c'est-à-dire qui considère qu'un être humain devient autonome lorsqu'il a reçu tout l'attachement dont il avait besoin jusqu'à son sevrage naturel à lui. Donc on considère que c'est pas aux parents de décider quand est-ce que c'est la fin du sevrage, mais on considère que c'est à l'enfant de décider, en tout cas de vivre, non pas que le parent n'a pas d'influence ou n'a pas d'accompagnement ou n'a pas son mot à dire, mais en tout cas on va respecter énormément au plus possible, et là aussi il y aura des divergences selon les gens, on va respecter ce processus de sevrage naturel. C'est pas l'adulte qui dit là maintenant voilà. Donc là il y a un exemple, alors c'est pas forcément probant, hein, c'est juste un vécu subjectif, mais je trouve que l'exemple d'Olivier va vraiment donner des éléments de réflexion sur ces deux points. Je donne un petit peu le contexte. Donc Olivier, c'est quelqu'un qui vient vers moi parce qu'il a un schéma de répétition qui consiste à être terrorisé, c'est vraiment ces mots, dès qu'il sent que dans une relation intime, ça devient sérieux entre guillemets, en tout cas dès qu'il sent et qu'il commence à sentir des sentiments, ou peut-être dès qu'il commence à sentir les sentiments des autres. Alors je m'excuse à l'avance Olivier, peut-être que des fois je vais pas être
totalement fidèle, je vais faire de mon mieux, je pense que je vais être très fidèle à ce que tu m'as transmis, mais c'est possible hein, que je puisse faire des petites erreurs. Je vais faire de mon mieux pour qu'il n'y ait pas de distorsion du tout dans ce que je rapporte, mais voilà, je reconnais qu'il est possible qu'il y en ait un peu, donc je vais faire de mon mieux. Donc son témoignage, c'est que dès qu'il ressent ça, ben, il fuit, il se retrouve dans une émotion très violente. Il parle de noir, enfin vous allez le voir parce que ça fait partie de l'échelle émotionnelle, je vais vous dicter son échelle émotionnelle encore une fois avec son accord. Il parle vraiment de se retrouver les pieds, comment il dit, dans la mélasse, le cœur qui serre très fort et qui a un noir sabbat, enfin vraiment c'est quelque chose de très dur et très attristant, une grosse tristesse qui vient accompagnée d'une terreur dès que il y a de l'affectif qui s'instaure, on va dire. Voilà. Et ça, il l'a vécu à répétition dans sa vie. Il vient me voir parce qu'il a ce vécu-là, et donc en général il fuit hein, parce qu'il peut pas. Il dit la seule solution que j'ai, bah, c'est de quitter la relation, de fuir, de dire que je suis pas prêt, etc. Ce qui le soulage beaucoup. Dès qu'il met fin à l'intention d'une relation plus proche, il est très soulagé. Après, bien sûr, il peut être perturbé par le fait que, bah, du coup, comment il fait quoi avec les relations intimes, et surtout que ça se répète. Et notamment, il y a un vécu très particulier, je vais aussi le donner comme contexte de cet entretien. Donc, il a été marié 2 fois, Olivier. Une première fois, il y a eu un divorce très conflictuel. Mais c'est pas cette relation qui est le plus éclairant sur ce dont je veux parler. Quand je regarde, c'est parce que j'ai des feuilles devant moi, donc je fais ça pour lire les choses et être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Et surtout, il a une deuxième relation vécue avec quelqu'un qu'il appelle un ange, donc de toute évidence, c'est une relation qu'il voit très positivement, et qui un autre mariage donc, hein, mais qui cette fois s'est terminé en drame par la mort de son ex-compagne du coup. Ce qui est intéressant, c'est le début de cette relation, c'est-à-dire que bah, comme avec les autres relations, dès qu'il a commencé à sentir que ça devenait sérieux, c'est l'expression qu'il m'a dit, hein, donc je vais la reprendre, je pense que vous voyez de quoi il s'agit, hein, c'est dès qu'il commence à y avoir des sentiments, en fait dès qu'il va y avoir des risques affectifs, bah, il a quitté la relation, comme il a toujours fait, donc il a arrêté cette relation, et la personne, alors apparemment c'était important, la personne lui a dit écoute, après tout, moi tout ce que je veux c'est d'être heureuse, avec ou sans toi, et tout ce que je veux c'est que tu sois heureux, avec ou sans moi. Et ceci a été a construit, je pense, quelque chose pour lui. On va voir après pourquoi c'est important, donc je voulais le préciser. Et puis ok, bah, la relation s'arrête, 5-6 mois après, il la retrouve, et il la demande en mariage, et elle accepte, et ils se sont mariés. Donc c'est très intéressant parce que en général, quand les personnes sont dans la dépendance affective, et c'est le cas d'Olivier, en mode distant saboteur, ils ont l'impression de tout le contraire. Ils n'ont souvent pas conscience qu'ils sont dans de la dépendance affective. Et la rationalisation, alors c'est vrai pour les hommes et pour les femmes, hein. Pour les hommes, il peut y avoir un côté voilà, homme célibataire, peut-être un peu macho, en tout cas séducteur, etc. Et dont le discours va être où les relations c'est enfermant, emprisonnant, je suis un homme libre, j'ai pas trop envie de ça, ou ça me fait peur d'être enfermé, d'être emprisonné. Et ça peut être exactement pareil en miroir avec des femmes, la femme féministe, célibataire, indépendante, qui elle aussi n'a pas envie de s'enfermer avec un mec, etc. Donc il y a toute cette rationalisation pour justifier que on reste distant ou qu'on sabote des relations, soi-disant parce qu'on voit les inconvénients d'une relation. La réalité psychologique affective, et là ça va être très clair avec Olivier, en fait c'est que la personne est tellement dépendante de l'affectif qu'elle ne veut pas prendre le risque de le perdre. Pour ne pas perdre l'affectif, elle n'y va pas. Il y a besoin de trop de courage pour s'engager dans quelque chose qui pourrait mal finir, qui pourrait faire qu'elle perd l'affectif. Donc la réalité, c'est pas du tout qu'on va être emprisonné, etc., et qu'on est célibataire et indépendant. La réalité, c'est qu'on est tellement dépendant affectif, on est dans un degré tellement fort, parce que le distant saboteur est dans un degré encore plus fort de mon point de vue que la version ventouse de la personne, le schéma classique du dépendant affectif, celui qui veut toujours tout faire avec l'autre et qui est collé à l'autre et qui a besoin de l'autre tout le temps. Mais le distant saboteur, lui, il en a tellement besoin qu'il ne prend même pas le risque de pouvoir le perdre. Donc il n'y va pas parce qu'il le vit comme quelque chose de trop dangereux.
Et là, ça sera indéniable avec l'échelle émotionnelle d'Olivier que c'est de ce dont il s'agit. Et de toute façon, cette expérience le montre aussi parce que c'est quelqu'un qui, d'abord, s'est marié 2 fois et qui est soulagé quand son ange accepte de l'épouser. Il est soulagé. Donc, on voit bien que c'est pas l'engagement qui lui pose problème en vrai. La vérité, c'est qu'il a besoin d'être en sécurité affective. Et il n'est pas en sécurité affective dès que les sentiments commencent. Par contre, si on se marie avec lui, bah là, il se sent à tort ou à raison, hein, c'est pas la question, on est dans la subjectivité intégrale, il se sent en dépendance affective, il se sent en sécurité affective. Et du coup, bah, il n'y a plus la peur. Et du coup, il est autant rassuré de se marier qu'il était rassuré de rompre la relation avant. Et on voit bien que là, la logique, du coup, c'est pas une peur d'engagement, c'est pas un problématique avec le couple ou avec tout ce que ça enferme ou ce que ça emprisonne ou ce que ça réduit, c'est uniquement de la dépendance affective. J'espère que j'ai été clair dans le propos, mais l'échelle émotionnelle va l'éclairer davantage. Et je reviendrai après sur, ça va éclairer aussi le côté donc théorie de l'engagement, mais on va voir ça une fois qu'on y sera. Donc voici l'échelle émotionnelle. En plus, donc cette vidéo va vous donner un exemple d'échelle émotionnelle. Vous êtes nombreux à vouloir essayer de la faire. Vous pouvez me demander des entretiens, mais voilà, je ne suis pas toujours disponible. Je reprends ce moment des entretiens, mais je suis en train d'essayer de faire un accompagnement plus collectif aussi. Bref, je vais formaliser ma façon d'aider, mais les vidéos gratuites sont une de mes façons d'aider. Il y a beaucoup de gens qui, rien qu'avec les vidéos, arrivent à avancer beaucoup. Donc, Olivier prend comme exemple, pour faire une échelle émotionnelle, on prend un moment donné, un lieu donné. Il prend une rencontre avec, là je vais changer le prénom, hein, il m'a donné son accord pour son prénom, mais je vais rendre anonyme tous les autres personnages. Donc, c'est la deuxième rencontre avec Alexandra. Tout se passe très très bien. Il y a un baiser qui flotte, comme ils se disent mutuellement un peu plus tard. Donc, super soirée, on va dire, ou je sais pas en fait si c'est une soirée ou une après-midi. Et quand Olivier rentre chez lui, à peine il ouvre la porte, là ses mots sont: il y a un noir qui s'abat sur moi, j'ai le cœur qui se serre très très fort, les pieds dans de la mélasse, j'ai cru que j'allais couler. Voilà, donc c'est tout qui s'écroule et il est enclin évidemment à arrêter cette relation, à la fuir. C'est la seule chose qui va le soulager, dit-il. Donc on part de cet événement, donc le but c'est pas qu'il se souvienne quand on fait une échelle émotionnelle de ce qu'il a vécu, mais il se replonge dedans comme s'il le vivait maintenant. Donc quand vous faites ça, il faut effacer de votre conscience, si je peux dire, c'est virtuel ce que je dis, mais on peut le faire, tout ce qui s'est passé depuis, on se remet dans le moment comme si là j'ouvre la porte et je viens de passer la soirée avec Alexandra. Et donc là, ce qui contacte maintenant, c'est pas ce qu'il a vécu à l'époque qui nous intéresse, ça nous intéresse pas, mais quand Olivier fait ça maintenant, donc c'était ce matin, hein, il ressent maintenant la peur d'être enfermé. Alors il y a quand même ce vocable qui vient, mais surtout de souffrir, que ça ne dure pas. Est-ce que je suis sûr de ce qui se passe, etc. Et donc il y a un gros doute, et la peur de souffrir et la peur que la relation ne dure pas. Il formule aussi qu'il a la peur d'être enfermé. Ça, c'est la surface. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Si je lui dis ok, donc toi tu ressens ça, mais qu'est-ce qui fait que on a le déclencheur, on a l'émotion, on n'a pas la cause? Ben, au fond, je me sens désemparé parce que je n'en suis pas digne, je ne le mérite pas. Et là, il se met à pleurer. Donc l'émotion est très 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 intense. Le seul fait de formuler je ne mérite pas, je ne suis pas digne, bah, ça le met en larmes. Qu'est-ce qui fait qu'il vit ça? En dessous, il y a je me sens triste, révolté, impuissant, car, et là il reconnecte avec un événement très lointain, il a 2 ans, 2 ans, c'est très tôt, ma mère me met à la maternelle, je veux pas être à la maternelle, je me débat, je crie, mais elle s'en va. Et moi, je suis pris dans le système, ce sont ces mots. Là, il précise qu'il a le cœur très lourd, donc tristesse, révolte, impuissance, donc une émotion très très violente. Qu'est-ce qui fait qu'il a ça? Donc moi, je questionne toujours sur quelle est l'émotion qui cause celle-ci, quelle est l'origine émotionnelle plus profonde. Il y a une rage au fond, car il croyait que ce lien, donc le lien avec sa mère, avec maman, il dit, hein, que ce lien ne pouvait pas se séparer et que les cris appelleraient forcément la protection. Donc là, il est en rage parce qu'il crie et il n'est pas protégé, sa mère ne le protège pas, contrairement à tout ce qu'il pouvait croire. Et puis, il n'imaginait pas que ce lien puisse se couper, et là, il se coupe. Qu'est-ce qu'on trouve encore en dessous quand on continue à questionner? Mais là, il arrive à « je n'existe plus si je ne suis pas aimable, si je ne suis pas suffisamment important ». Et quand il dit ça, quand il dit qu'il faut qu'il soit aimable et qu'il faut qu'il soit important pour exister, il a comme ça dans sa tête en premier plan sa mère, il dit maman, et en deuxième plan il dit papa qui n'est pas assez présent, donc qui est assez absent, pardon.
Donc c'est surtout vis-à-vis de sa mère, mais aussi un peu vis-à-vis de son père qui est assez absent. À un moment donné, dans la pratique d'échelle émotionnelle, il formule une stratégie. Ce que j'appelle stratégie, c'est la solution. Quand on fait une échelle émotionnelle, on s'en fout de ce que les personnes pensent, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils désirent, de la solution qu'ils ont, de ce qu'ils font. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens. Et puis une formulation de ce qu'ils pensent être le déclencheur de l'émotion, mais on s'occupe que de ça. Tout le reste, je coupe la parole, je laisse pas parler. Donc, je vous explique comment vous pouvez faire avec vous-même ceci. Mais à un moment donné, voilà, il formule quand même une stratégie, ça je le note. Sa stratégie, c'est, puisque c'est comme ça, je vais faire tout seul. Et c'est une stratégie qu'il met en place toute sa vie. À chaque fois qu'il se retrouve devant ce genre de difficultés, lui, c'est bon, il fait tout seul, il serre les dents, il y va, voilà, c'est le mec fort, etc. Je précise, il a été para, donc voilà, c'est vraiment le militaire qui peut être puissant et plein de courage, mais faire son truc tout seul, etc. Je regarde si j'ai d'autres choses à dire sur l'entretien, mais je crois que je voulais vous témoigner principalement que de ça. Alors, je vais maintenant faire le pont. Maintenant, vous avez tous les éléments que je voulais vous transmettre par rapport à cet entretien que j'ai fait. Je voulais vous transmettre du coup ce que moi, ça me dit par rapport à la notion d'attachement. Parce que finalement, ah oui, si, c'est pour ça que j'hésite. Il y a un autre truc que je dois vous dire. C'est important que je vous décrive la relation familiale qu'a vécu Olivier. Globalement, donc indépendamment de ce moment, où sa mère, telle que lui le vit, l'abandonne à l'école. Et vous comprenez bien que par rapport au point de vue de sa mère, elle ne l'abandonne pas, elle le met à l'école comme toutes les mamans font en Occident. Donc la mère, elle fait juste ce que tout le monde fait. Mais lui le vit comme un abandon, surtout que plus tard, dans sa scolarité, il est assez rebelle, assez poète, et pour le recadrer, ses parents le mettent aussi en pension. Donc là encore, je pense que dans leur tête, c'est quelque chose d'éducatif, mais la pension est très 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 sévère, et du coup, bon, il a bien été recadré, mais là aussi, il va se vivre abandonné. Donc dans sa subjectivité, il va se vivre abandonné. Ceci étant dit, c'est deux moments spéciaux, presque exceptionnels dans sa vie, parce que tout le reste de sa vie, je trouve ça important, au contraire, il a affaire à une mère qui est très aimante, très respectueuse, toujours présente, alors avec qui il n'y a pas beaucoup d'échanges, de témoignages intimes, etc. Il y a une forme de pudeur, mais il y a par contre une grande générosité dans une vraie présence concrète, une mère nourricière, une mère soutenante, et j'insiste, c'est très important, respectueuse. C'est pas non plus la mère contrôlante qui va prendre le pouvoir sur sa vie. Donc il a beaucoup de liberté, et c'est tout le fonctionnement familial. C'est pareil avec son père, c'est pareil avec son frère, et son père aussi. Alors son père est beaucoup plus discret, beaucoup plus calme, très prudent, alors qu'Olivier c'est quelqu'un de pas prudent du tout, mais là aussi de la part de son père il a beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de présence, beaucoup d'attention, etc. Donc c'est quelqu'un qui a eu la chance, c'est pas si fréquent globalement, d'avoir des géniteurs qui se sont vraiment comportés comme des parents toute sa vie, et jusqu'à la mort de son père, et jusqu'à sa mère maintenant. Donc je dis pas que tout est rose, hein, mais globalement c'est vraiment des parents très fonctionnels. Donc c'est intéressant de voir à quel point le simple fait à la base de mettre un enfant à l'école trop tôt, et il y a beaucoup de psys qui disent attention, ne mettez pas votre enfant à l'école trop tôt, c'est-à-dire si vous ne respectez pas le sevrage vis-à-vis de l'attachement dont l'enfant a besoin dans la relation, si l'enfant n'est pas encore sevré de la relation avec maman, c'est pas du tout une bonne idée de le mettre à l'école. Après vous faites ce que vous voulez, hein, chacun son truc, et on va pas le rendre autonome, on va juste le rendre résigné. C'est ça que dit la théorie de l'attachement. Elle dit attention, sevrer les enfants de force, ça donne l'impression que ça marche, parce que ça marche, les enfants on les met dans l'autre chambre, ils dorment, ou pas, mais en tout cas ils acceptent, on a l'impression qu'ils savent faire les choses qu'on veut qu'ils savent faire, mais on s'occupe pas trop de comment ils le font, et souvent comment ils le font c'est un abandon du fait de compter sur les parents. On compte plus sur eux, on sait qu'on peut pas compter dessus, c'est pas noir ou blanc, hein, le processus, mais il y a une résignation, et cette résignation peut prendre la forme d'une autonomie, alors qu'en fait la résignation va surtout créer une dépendance affective. Et là on voit bien que on est très 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 loin d'un sevrage affectif, puisqu'Olivier qui a dans les 60 ans maintenant, je pense, hein, je sais plus exactement, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, vit encore une dépendance affective tellement forte que voilà, là ça
ça le bouleverse et qu'il est entre autres venu vers moi pour essayer de régler cette histoire. Donc la seule cause qu'on trouve en faisant l'échelle émotionnelle, et je fais énormément confiance à l'échelle émotionnelle, bah, c'est juste un truc hyper banal dans notre société. C'est pas quelqu'un qui a été frappé par ses parents, c'est pas quelqu'un qui a été violenté, il n'y a pas de maltraitance ni psychologique ni physique, il n'y a pas de manque affectif, il a toujours eu la présence des deux parents, et ça y compris à l'âge adulte. Donc on voit bien que, on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'il y a une telle fracture identitaire, et je trouve important de voir à quel point on sous-estime la gravité de ne pas prendre en compte la théorie de l'attachement. Moi, vous avez compris dans ce témoignage que je suis convaincu par la théorie de l'attachement, et je pense que c'est cette théorie qui est la plus proche du réel. Je ne dis pas qu'elle a raison sur tout, et puis de toute façon c'est pas une théorie univoque, mais je suis plutôt dans le sens de cette théorie, et je trouve important de témoigner d'exemples comme ça, qui me semblent, alors je dirais pas que c'est probant, mais en tout cas qui sont très significatifs, vraiment très significatifs, parce que pour l'instant il n'y a pas d'autre explication à une vraie dépendance affective, je pourrais dire violente, parce que le vécu émotionnel d'Olivier est vraiment très fort, très intense, et ça perturbe totalement toutes ses relations tout le long de sa vie, uniquement parce qu'à la base on l'a mis à l'école trop tôt. Je fais confiance à l'échelle émotionnelle sur ça, le fait que ça revient à son esprit tout de suite. Je précise d'ailleurs, c'est vraiment l'échelle émotionnelle, parce que avant l'échelle émotionnelle, quand je lui ai demandé s'il avait des pistes de son vécu, il m'a absolument pas parlé de ça, donc c'est pas du tout son mental qui considérait que c'était ça la cause. Lui, il m'a parlé de son vécu en pension, et du fait qu'en pension il a vécu des traitements vraiment très sévères, et donc il voyait plutôt les pistes là-dedans, alors que l'échelle émotionnelle va pointer complètement autre chose, et que l'intensité des émotions qu'il vivait au moment de l'échelle émotionnelle, pour moi, prouve absolument que c'est bien actif, que c'est pas juste des vues de l'esprit, c'est pas juste des pistes intellectuelles. C'est vraiment quelque chose qui se révèle de sa structure psychologique actuelle. Alors, je précise, parce que c'est très important, on ne vient pas de trouver, là, en aidant Olivier, que l'origine de son problème, c'est dans le passé le fait que sa mère l'a mis à la maternelle. C'est pas ça du tout. Ça, c'est le décor que l'on trouve de quelque chose qui a été fracturant pour son identité, mais ce qu'on trouve comme origine, c'est au présent. Ça, j'y tiens beaucoup. On trouve une identité virtuelle, on trouve une condition existentielle qui dit je n'existe plus si je ne suis pas aimable, si je ne suis pas important pour l'autre. Et ça explique énormément de choses dans la vie d'Olivier. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne vais pas parler de toute sa vie et tout. Je focalise sur ce qui me semble important. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre quelque chose qui sera utile. Mais ça, c'est très important pour moi. Ce qu'on trouve, c'est que l'origine, elle est ici et maintenant dans la tête d'Olivier. C'est cette condition qu'il met à son existence, cette croyance que pour exister, d'abord, il doit être aimable et d'abord, il doit être important. Et donc, il va passer sa vie plus ou moins consciemment à essayer d'établir cette condition. Donc il dit aussi que dans les phases préliminaires, on va dire, des relations, il n'arrête pas d'évaluer l'autre, il cherche toujours à évaluer est-ce qu'il est aimé, est-ce qu'il est apprécié, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est important pour l'autre. Et souvent ça peut gonfler l'autre, parce que c'est des tests d'amour, j'ai fait une vidéo sur les tests amoureux. Et donc là on voit bien l'origine égotique, l'origine dans l'identité virtuelle, d'un processus qui va empêcher d'entrer en relation de manière adulte, indépendante, tranquille, sereine, en voyant que oui, une relation c'est des risques, mais évidemment, et je vais finir sur ce que je lui ai dit à la fin, parce que je pense que ça l'a beaucoup soutenu, que même si là il a très peur des risques d'entrer en relation, grâce à cette relation avec cet ange, je vais utiliser le mot qu'il utilise, qui a duré 7 ans si ma mémoire est bonne, et il dit c'est les meilleurs moments de ma vie. Donc même s'il a pris des risques qui finalement s'avèrent monumentaux, parce que carrément il perd par la mort son ex-compagne, donc c'est une fin on pourrait dire dramatique, n'empêche que pour rien au monde il aurait voulu ne pas prendre ce risque. Donc la vie lui montre aussi à quel point, oui c'est un risque la relation, oui on peut perdre quelque chose de magnifique, mais c'est bien pire de ne pas vivre tout ce qu'on a peur de perdre. Donc si sous prétexte de perdre on ne vit à rien,
au final la vie c'est rien. Si j'ose prendre le risque relationnel, je vais peut-être vivre des choses difficiles, mais je vais inévitablement vivre, surtout si je choisis correctement ma compagne ou mon compagnon, je vais inévitablement vivre des choses magnifiques, épanouissantes, éclairantes sur moi-même, etc., etc. Il ne manque pas d'éloges pour décrire cette relation. Voilà ce que je voulais exprimer. Merci beaucoup Olivier, vous pouvez le remercier aussi. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Non, en fait, je reviens. Dans mon enthousiasme, j'ai oublié de dire quelque chose. Ça m'avait l'air tellement évident, mais je veux quand même le préciser. Dès le début, j'ai expliqué à quel point ce que vit Olivier est vraiment un cas d'école du dépendant affectif distant saboteur. Il y avait un argumentaire très fort pour aller dans ce sens avec le fait que il a quand même pu se marier et que son mariage était un soulagement, était rassurant, ce qui montre qu'il n'a pas de problématique à l'engagement, il n'a pas de problématique dans le couple, mais la problématique c'est de risquer de perdre l'affectif. Et à tort ou à raison, ce mariage-là l'a rassuré sur ce point. Mais l'autre argument, évidemment, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est l'identité virtuelle, en tout cas le décor de l'identité virtuelle, qui montre bien qu'il y a un traumatisme lié au fait de pouvoir perdre ce lien avec la mère, ce lien sécurisant, et ça ancre dans son cerveau, alors même que lui, il a toujours eu une maman qui était présente. Le peu de fois où il y a eu pour lui subjectivement cette fracture, ça a ancré dans son cerveau la possibilité que ça arrive. Et on voit bien que l'émotion violente, puisque c'est de ça dont on parle, quand on part de j'ouvre la porte, je viens de passer avec Alexandra et une rencontre géniale, et là j'ai grave la trouille, à ce moment-là, il transfère tout son vécu de maternelle dans la situation. On voit bien, puisque quand on fait l'échelle émotionnelle, on arrive à ça, et que l'origine de son émotion n'a absolument aucun rapport avec Alexandra, n'a absolument aucun rapport avec la potentielle relation avec Alexandra. L'origine, c'est son intelligence émotionnelle qui dit « Regarde, en toi, il y a un petit garçon qui a encore la trouille de perdre maman. » Et de plus avoir ce truc, tu l'as déjà vécu à la maternelle, tu l'as revécu en pension, et tu as juste peur de ça, de revivre ce drame que tu as vécu petit, à 2 ans, etc. En passant, il a de toute évidence une mémoire assez claire de ce qui est arrivé quand il avait 2 ans, alors qu'il avait que 2 ans. Voilà, cette fois je crois que j'ai tout dit. À bientôt.